Bonjour Maude, Bonjour Lorenza. comment vas-tu en ce, je dirais, 28 septembre 2021? Oui, C'est eh bien, vrai. ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en vrai. Euh, Tu étais à Santa Fe il y a à peu près un an maintenant. Et oui, Ah non, 2 ans? 2 ans, avec les histoires de confinement et de Oh là virus, là, là. c'est faux. Bon, enfin, Bon, on a pu se parler, on est en contact et je suis vraiment heureuse de faire d'avoir cette conversation avec toi. merci beaucoup. Bon, tu sais que moi, pour moi, c'est très important que tu puisses participer à ce que je mets en place autour de l'intitulé d'un nouveau programme que j'appelle Comment croiser les regards et comment faire en sorte que la culture et la nature puissent être un processus de transformation, c'est-à-dire que sans la culture, nous ne pouvons pas considérer ce qu'est la nature aujourd'hui. Et la grande question, c'est comment pouvons-nous nous rapprocher, de nous reconnecter à la nature tout en changeant aussi quelque chose dans notre culture. Et aujourd'hui, voilà, tu es une pionnière, hein, tu es psychothérapeute, tu es coach, tu es écrivaine, tu m'as parlé de tes talents d'artiste en tant qu'artiste, peintre, mais une mode séjournant existait il y a très très longtemps déjà en France et tu t'es installée dans l'ouest des États-Unis, à Santa Fe, tu t'étais intéressée au développement de la psychologie transpersonnelle, tu as associé les techniques, je dirais, des techniques d'approche sur la conscience de soi. Tu as fait nourrir le monde occidental français autour des 4 accords Toltec, et tu vas nous en parler bien sûr. Tu as créé un livre qui s'appelle Cercle de vie, qui est sorti chez Albin Michel en 1985, je crois, hein. Et puis voilà, donc tu as aussi créé les accords Toltec. 1997, en 1997. 97. Ah oui, Ouais. d'accord, tu vois, 97. Bon, mais alors, tu as fait connaître les 4 accords Toltec qui est sorti aux éditions Jouvence, hein, ça aussi. Après, tu es parti en Asie, tu as accompagné des groupes de gens entre les pratiques bouddhiques et les moines du bouddhisme, en fait. Et donc, pour toi, je sens que voilà, c'est très important d'innover, on ne peut pas t'arrêter. Voilà. Ce qui se passe, c'est que on ne peut pas t'arrêter. Ce qui t'a amené aux États-Unis, c'est aussi par rapport à quelque chose de particulier, je pense. Et puis aussi, ce qui t'amène aussi à peindre et aussi à continuer à communiquer à travers qui tu es aujourd'hui, euh, une voie de passage, voilà, entre culture et nature. Donc, j'ai envie de te poser la question aujourd'hui, voilà, en tant que pionnière, parce que moi je te considère comme une pionnière en France, de la conscience de soi, du travail sur soi. En 2 mots, qui es-tu aujourd'hui? Comment te définis-tu aujourd'hui, Maude? Ah, aujourd'hui, je euh, vois que je suis en pleine évolution, comme tout le monde, parce que l'évolution, la transformation personnelle ne s'arrête jamais. J'espère. Si ça s'arrête, on est dans l'ouest de la roue de médecine, c'est-à-dire on devient dans la rigidité, et c'est la mort intérieure en tout cas. Donc pour continuer le principe de vie, c'est changer et bouger et changer de forme, en fait. Donc, oui, c'est vrai, tu as raison. Au départ, en 85, je suis venue à Santa Fe. C'est en 85 que je suis venue à Santa Fe, mais mon livre n'est sorti qu'en 97 parce qu'il a fallu que j'absorbe, que j'apprenne, que j'intègre, que j'en fasse mon propre trésor pour pouvoir le communiquer aux autres. Donc, ça m'a pris du temps, plus de 10 ans, d'être dans cette culture amérindienne ici, qui me fascinait, comme beaucoup de Français sont fascinés par la culture amérindienne. Et je suis au centre du monde Pueblo, les Navajos ne sont pas loin, les Hopis, etc. Donc, j'ai été dans ce bain, mais pour moi, ce qui comptait, c'était de me retrouver profondément moi-même. Parce que depuis que j'étais enfant, j'ai toujours communiqué avec les arbres, les animaux.
j'ai toujours regardé la nature autour de moi parce que j'étais élevée assez seule. J'avais un petit frère, mais qui était plus petit, donc j'ai beaucoup passé de temps seule avec des grands-mères qui étaient à la campagne, au bord de la mer, et donc j'avais ma relation. Et en arrivant, en rentrant au pays, en quelque sorte, au Nouveau-Mexique, c'était rentrer à la maison, rentrer dans une culture qui me parlait de la même chose, où je me sentais plus comme quelqu'un d'un petit peu bizarre ou qui ne parlait pas forcément le langage de tout le monde. Voilà, j'étais dans un monde où on parlait de la même chose. Ça Super. a été une merveille de me retrouver, moi. Et donc, du coup, j'ai pu absorber très vite, surtout, bon, je suis venue du côté américain en bateau, sur un petit bateau à voile. J'avais toujours envie d'explorer. Je me sens une aventurière depuis toujours. Et donc, j'ai vécu au milieu de l'océan, de l'air, du ciel, le vent, la mer. C'était une sorte d'initiation pour moi-même d'être au milieu des éléments. On ne pouvait pas aller plus loin dans être au centre de tout cela. Et ça m'a préparé sûrement à ensuite pouvoir assimiler vite ce que j'ai découvert ici au Nouveau-Mexique. Hmm. Alors, ce qui est formidable aussi, c'est que ce que tu as découvert au Nouveau-Mexique t'a non seulement permis d'intégrer des nouvelles formes de pensée, de nouvelles perceptions de vie, mais tu as voulu pousser le curseur, je dirais, pour créer un pont, hein, c'est-à-dire enseigner aussi en France, hein, c'est-à-dire que ce que tu apprenais là-bas, tu le ramenais ici en France. Et donc, tu as fondé le cercle de vie. Le cercle, c'est pas rien, hein, c'est une histoire de cycle peut-être. Hein, donc pour toi, et tu as enseigné aussi les accords Toltec, dont on parle encore aujourd'hui, on parlait beaucoup dans les entreprises. Maintenant, les accords Toltec, ça continue à être une référence hein, dans les enseignements et dans les apprentissages et les pratiques, qu'ils soient socioculturels ou socio-économiques. Voilà, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Alors pour toi, en quoi cette période, elle a fait référence comment cette période a fait référence a-t-elle interagi en toi pour que tu puisses continuer à enseigner ce que tu apprenais donc ici en France. Et pourquoi penses-tu qu'elle est encore au goût du jour? Est-ce que c'est un signal d'alarme qu'elle soit au goût du jour ou est-ce que ça contribue à une évolution au niveau de la pensée, au niveau de la culture? Alors, quand je suis arrivée ici, euh, on, on était peut-être mais c'est l'époque où on découvrait tout ce qu'on pouvait faire et tout ce qu'on pouvait découvrir pour nous-mêmes autour des éléments, des traditions indigènes, d'une nouvelle spiritualité qui n'avait pas besoin de passer par des religions établies. Euh, Ça m'a beaucoup touchée. J'ai toujours ressenti qu'on pouvait vivre profondément une spiritualité pour soi. Et j'ai eu envie de partager ça, effectivement, très vite avec les Français. Ma tribu d'origine, on m'a demandé, va enseigner cela à ta tribu d'origine. Je me Mmh. suis dit, ma tribu d'origine, ça doit être les Français, donc je suis venue. Et j'ai fait beaucoup d'allers-retours, beaucoup de stages, beaucoup d'enseignements autour notamment de la route de médecine, qui est pour moi une manière tout à fait universelle d'enseigner le pouvoir et l'énergie des éléments et de tout ce qui nous environne, de tout ce qui est nature, justement. Et j'ai fait des stages pour les femmes, les premiers stages pour les femmes où on me disait quoi, on va être que des femmes, mais on va s'ennuyer, etc. Je me suis dit, oh là là, on part, il y a du travail à faire. Et on a commencé ça. Et bien sûr, j'ai eu la chance à Santa Fe de rencontrer Don Miguel Ruiz, bien avant
qu'il ait sorti son livre. Je le connaissais. Et au moment de la sortie du livre, on s'est retrouvés. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est formidable. Tout est là, c'est simple. J'ai eu envie, effectivement, de le transmettre en France, ce que j'ai fait grâce à Jouvence. Et d'ailleurs, on reviendra sur l'approche de Don Miguel quand on parlera peut-être de chamanisme, parce que c'est un élément important. Et je me suis toujours vue comme une manière d'être au service de ceux qui ont envie d'apprendre ce genre de choses, qui n'ont pas la chance d'être sur place. Et moi, j'ai créé ce pont, effectivement, avec des stages. Et à l'époque, je pense quand j'ai commencé en 98 à faire des formations en ligne par téléphone. Il n'y avait pas Zoom à l'époque, il n'y avait même pas Skype, et on travaillait par téléphone avec des personnes qui voulaient se former intérieurement, parce que c'est ça l'essentiel. Et on a commencé ça, et ce pont a été aussi un pont téléphonique à l'époque. Oui. Alors justement, on parlait de, voilà, de ce qui se passe au goût du jour par rapport à toutes ces évolutions. Il est sûr que la culture et la nature n'est pas indissociable, hein, c'est quelque chose qui est entremêlé. Alors aujourd'hui, en France, en Europe, on entend beaucoup parler de chamanisme, hein, il y a beaucoup voilà, beaucoup de thématiques autour de la conscience de soi, et puis aussi une meilleure perception du lien entre les mondes visibles et invisibles, du monde vivant. Voilà, interpelle, hein, et si ça interpelle aujourd'hui, c'est pas pour rien. Tu nous diras pourquoi, peut-être. Et puis c'est aussi par rapport à ce qu'on vit, hein, ce qu'on traverse aujourd'hui avec les vaccins. Voilà. Est-ce que le mot chamanisme a évolué pour toi, et qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui, le mot chamanisme? Alors, je ne sais pas ce qu'il veut dire pour chacun. Chacun a sa manière de voir les choses. Pour moi, j'ai toujours eu cette compréhension que le chaman ou la chamane, la personne qui peut, par la maîtrise de ses états de conscience, rentrer en connexion, en communication avec d'autres mondes, le monde du Nagual, ce monde justement invisible, non manifesté, pour y trouver des solutions, des réponses, des manières de guérir, des visions, pour ramener à sa tribu d'origine, pour ramener au sien, pour assurer leur transformation, leur guérison, leur bien-être, leur évolution. Donc, ce n'est pas une histoire d'aller se balader là de faire du tourisme dans le Nagual. C'est vraiment pour être au service de sa culture. Et c'est important de savoir que ce qu'on peut aller trouver dans ces autres mondes va être ensuite mis à la disposition des siens, ou de soi-même, mais des siens en général. Donc, c'est ma définition autour de laquelle je vais rester, parce que je pense qu'il y a eu parfois des incompréhensions ou des mauvaises interprétations des choses. Et c'est là où l'histoire de la culture, puisque tu parles de culture et nature, est importante. Un jour, j'étais avec un Pueblo, un Indien Pueblo que je respecte beaucoup, qui a écrit des livres sur l'éducation, et qui m'a dit, mais nous sommes indigènes, nous sommes tous des indigènes. Parce que indigène veut dire issu du lieu, en connexion avec sa terre, avec les éléments autour de lui, etc. Nous sommes tous des indigènes. Et ça m'a touchée énormément, parce que je me suis dit, mais absolument, nous avons tous cette capacité d'être en connexion avec cet environnement. Maintenant, le chamanisme
est un mot un petit peu global où quelquefois des personnes pensent qu'il faut se relier à une tradition alors je ne sais pas, sibérienne ou amérindienne ou d'Amérique du Sud, que sais-je. Et alors, on a les plumes dans les cheveux, les gris-gris, etc. Bon, le danger, c'est de donner de l'importance à ces instruments qui sont juste des moyens de retrouver son pouvoir à soi. Mais l'important est de rencontrer, de connecter ce pouvoir intérieur qui vient de notre connexion avec l'environnement et avec la nature. Donc, il ne faut pas confondre la lune et le doigt qui montre la lune. Donc, dans le chamanisme, pour moi, c'est cette connexion profonde avec la nature et la maîtrise de ces états de conscience qui fait que l'on peut effectivement s'ouvrir à des états différents, mais qui peuvent être extrêmement simples et pas forcément spectaculaires, mais qui peuvent être intérieurs. Parce que maintenant, moi, je comprends pour moi, là où j'en suis dans mon évolution, que c'est vraiment quelque chose d'intérieur et qu'on peut être un grand chaman invisible aux yeux des autres, mais en étant dans sa conscience et dans son pouvoir intérieur et être capable de faire de grandes choses sans que cela soit très spectaculaire. Et ça, c'est Miguel aussi qui me l'a confirmé. Je le pressentais, mais en étant directement son apprenti pendant quelque temps, à un moment, il a décidé que tout ce qui était justement instrument, petit gris-gris ou manière de trouver son pouvoir, on n'en avait pas besoin parce que l'important, c'était le travail qu'on faisait à l'intérieur de soi et surtout, l'important, c'est de devenir libre et de retrouver son intégrité personnelle, sa liberté personnelle et non pas être conditionné par tout l'apprentissage, la domestication, comme il l'appelle, de notre culture. Et oui. Donc, savoir évoluer dans la culture, c'est bien évident. C'est pour ça que pour moi, le chamanisme de maintenant, c'est quelque chose qui peut se pratiquer en étant habillé comme tout le monde et sans avoir de plumes dans les cheveux, parce que c'est comme ça qu'on sera efficace, en étant dans cette maîtrise intérieure de notre conscience, en ayant travaillé sur son ombre, sur ses blessures. Pourquoi moi je suis venue là et que j'ai fait des études de thérapeute, de psychothérapeute? Parce que j'avais des blessures à guérir. Et je savais très bien que si je ne le faisais pas, ceux autour de moi allaient en pâtir et moi-même. Donc j'avais besoin de me guérir. Et ça, c'est absolument indispensable si on veut se lancer dans ce chemin. C'est d'être conscient de ce que l'on a à guérir pour soi-même. Sinon, on va amener son ombre, son monstre, le wetiko, comme l'appellent les native people, le mal, dans le sens de la blessure et la souffrance qu'on n'a pas su transformer et qui peut se transformer en violence ou en agressivité vis-à-vis de l'autre ou de soi-même. Oui, bah, c'est une grande sagesse. Hein, tes paroles résonnent la maîtrise. Hein, c'est-à-dire, je pense que au fur et à mesure, si je comprends bien tout ce que tu dis, en tout cas, ça a été ton enseignement jusqu'à présent et peut-être que ça va continuer sur d'autres formes. Tu vas nous l'expliquer tout à l'heure. Mais c'est qu'il y a l'idée de la transformation, il y a d'accompagner le processus et puis il y a aussi la maîtrise de la continuité de la transformation parce que, comme tu disais, tout est en éternel mouvement, n'est-ce pas? C'est, comme tu le disais au début, toujours, toujours. Donc, tu ne te retires pas du monde social puisque j'ai eu la chance de voir tes œuvres artistiques, tes peintures, et j'ai été très touchée par les messages, la manière avec laquelle tu communiquais avec les éléments et peut-être ou la manière avec laquelle la nature t'informait de certaines choses. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est par le prisme de l'art, d'accord, que tu continues à traduire peut-être
des messages ou peut-être des perceptions, d'accord, qui rassemblent l'air, l'eau, le feu, la terre. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, voilà, on se pose des grandes questions sur l'avenir, notre devenir, l'avenir de la terre-mère, l'avenir de nous sur la terre-mère, parce qu'on parle de problématiques climatiques. Donc, voilà, quel est ton message vis-à-vis de toi en tant qu'artiste peintre aussi, et toujours en lien avec ces éléments qui semblent être très importants aussi aujourd'hui? Alors, j'ai eu la chance, je suis toujours un petit peu en avance des choses et de ce qui se passe sur la Terre, je dois dire. Peut-être tu m'appelais pionnière, c'est vrai. Il y a quelques années, j'ai commencé à sentir que j'allais pas continuer à faire les allers-retours en permanence avec la France. Et je commençais à sentir que le travail intérieur, de plus en plus, avait besoin de se manifester autrement que par l'enseignement direct. Et heureusement, depuis 2 ans, je suis là sans pouvoir trop bouger. Et donc, j'ai la chance d'avoir un petit studio à la maison où je travaille. Mais ce n'est pas moi qui crée les choses. J'ai vraiment l'impression que ce sont les éléments qui viennent se manifester sur une toile, un papier préparé d'une certaine manière pour qu'il puisse se glisser et littéralement se matérialiser sous mes yeux. Et moi, je ne suis là que pour l'accompagner. J'appuie un petit peu sur le pchit avec de l'eau, je fais bouger, je danse avec les pigments, avec la matière pour les laisser aller là où ils ont envie d'aller. Et c'est recevoir, voilà, recevoir ce cadeau qui vient et je suis vraiment un intermédiaire. Donc, je suis heureuse de le faire, ça me met en grande joie, je dois dire. Et maintenant, ces peintures sont là, je les ai mises sur mon site. Et dans la boutique, par exemple, j'ai mis un petit commentaire sur chacun pour expliquer comment cet élément me parle dans cette peinture. Et peut-être cela parlera à cette personne ou peut-être elle verra quelque chose de différent. Mais je pense qu'il y a une voix dans les éléments, une voix qui s'exprime. Et je suis juste l'intermédiaire. Hmm. Et donc, ce site, on peut le voir. Est-ce que à l'avenir, tu vas peut-être enseigner les gens à maîtriser le dialogue intérieur et extérieur entre les éléments, les pigments? Est-ce que tu vois des choses ou est-ce que pour l'instant, voilà, tu vas être amené à continuer à persévérer dans ce domaine-là pour après le transmettre éventuellement? Enfin, hein, on a envie de savoir. Euh, je suis, je dirais, une artiste par accident. Pour moi, l'art, je suis l'artiste de ma vie, comme dit Miguel. Le but, c'est de devenir l'artiste de sa vie. Je fais toujours des bouquets de fleurs dans ma maison, je l'arrange d'une certaine manière, je crée de la beauté autour de moi, ça me paraît absolument nécessaire pour moi, pour mon âme, pour qu'elle se sente apaisée. Et donc, je ne me sens pas du tout capable d'enseigner quoi que ce soit au niveau de l'art. Par contre, d'utiliser les éléments de la haute médecine comme une entrée pour comprendre cette totalité dans laquelle nous sommes en permanence Mm. et d'avoir les éléments. Et peut-être je vais faire un groupe sur Zoom ou une manière de se retrouver pour approfondir cette relation avec les éléments. Oui. Oui. Je pense que c'est ça qui m'intéresserait. Il ne faut pas oublier que dans la haute médecine, l'humain, n'est pas au centre de la roue. La grande erreur que nous avons faite dans notre culture occidentale, c'est de placer l'humain, l'homme,
au centre de tout et de Absolument. croire que tout devait lui obéir ou être à son service. Dans la roue de médecine, on comprend qu'il y a les plantes, les roches d'abord, bien sûr, le monde des roches, le monde des plantes, le monde des animaux et le monde humain. Et nous sommes à une des directions de là-haut. Et le centre, on le laisse à l'ineffable, à l'essence de tout cet ensemble. Mais nous, les humains, nous avons pris cette place. Et c'est là où la culture a fait une grosse erreur. Elle n'a pas su écouter la nature comme ont su l'écouter les traditions indigènes qui se sont passées cette information de la roue de médecine. C'est absolument vrai. Et je pense qu'il est essentiel de continuer à faire évoluer les cultures occidentales pour permettre aux personnes de comprendre que le bien-être de la nature, ce n'est pas juste un bien-être parce que nous marchons dans un paysage qui est à l'extérieur de nous, mais vraiment parce que cette nature nous parle, parce qu'on dépend d'elle, en fait. Nous dépendons de cette nature et la reconnexion à la nature est essentielle et c'est un outil. Nous sommes eau, nous sommes terre, Absolument. les minéraux, l'eau, nous sommes feu, nous sommes air. L'air vient à l'intérieur de nous, au plus profond. Donc, nous sommes les éléments, nous sommes cela, c'est nous. Donc, c'est essentiel de se connecter avec, de prendre cette conscience-là et de savoir cela. Ouais. Et plus je travaille avec ça et je le fais à travers la peinture, plus je le vis, je le comprends. Avant, je le comprenais intellectuellement, mais maintenant, c'est là. Ouais. En médecine chinoise, on parle de l'élément feu, le bois, le métal, d'autres choses. On sait que nous sommes ces éléments. Alors, ton site, c'est Maud Séjournant? Alors, c'est mon nom, maudeséjournant.com. D'accord. Et donc, je vous accueille là, vous verrez les peintures et dans la boutique, il y a des petites histoires ou des manières de les regarder. Et je vais continuer, j'ai juste commencé à écrire sur les peintures, mais maintenant, de plus en plus, elle continue à me parler et j'ai envie d'en raconter davantage. Donc, je vais voir comment ça évolue, si je vais mettre ça sur, je sais pas, Instagram. J'ai un compte Instagram aussi, Maud Séjournant. Et puis, on va voir ce qu'elles ont envie de faire avec ça. Je suis. Je fais ce qu'on me dit. Bon, c'est formidable parce qu'on peut continuer à être en contact avec toi. Ça, je trouve ça très, très, très important. D'où, pour moi, cette interview qui va permettre à des gens de continuer à comprendre qui tu es aussi et puis dans ton évolution et voir aussi qu'il y a une fidélité dans la conscience. Dès qu'on emprunte ce chemin-là, il semblerait qu'on ne puisse plus s'arrêter. Nous sommes le chemin. Absolument. Merci beaucoup. À très bientôt, Maud. Merci, Lorenza. Merci, à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Oui, oui.